Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast de la rédaction d'Espace Social Européen. Alors un schéma un petit peu spécifique pour cette pleine période de Covid. Alors, on avait eu un trou de plusieurs semaines, nous nous excusons, hein, le confinement oblige. Mais on s'y remet doucement et cette semaine, pour commencer, nous avons le plaisir et le privilège d'avoir le docteur Olivier, Marcel Olivier Corré, ancien président d'MG France et président d'une CPTS, qui va nous parler un petit peu de ce qui se passe sur le terrain, comment on gère la crise. Il va revenir sur la problématique du renoncement aux soins qui est remontée depuis plusieurs jours. Et nous allons aussi parler des relations globalement avec les pouvoirs publics. Est-ce que ça se passe bien avec la CNAM? Est-ce que ça se passe bien avec les ARS? Il y a eu quelques remontées, on les refait remonter nous aussi au travers de la lettre électronique ou du journal. C'est intéressant d'avoir le point de vue des acteurs de terrain. Voilà. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci de nous consacrer un peu de votre temps. J'imagine que vous êtes un petit peu entre deux consultations, donc c'est jamais très simple. Merci en tout cas de nous avoir consacré 10 minutes de votre temps. On va essayer de faire ça en 10-15 minutes. Je sais que c'est pas simple, mais c'est un exercice sur lequel on débute, vous et moi. Allez, on va bêta-tester, entre guillemets, la visioconférence en mode interview à l'espace social européen. Alors, juste un petit point, docteur. Est-ce qu'on peut parler un peu du territoire sur lequel vous êtes? Est-ce que est-ce que vous avez le nombre de cas, par exemple, de Covid qui ont été, au moment où on se parle, déjà détectés? Alors moi, je suis dans le nord de la Haute-Saône, donc qui est un département rural, avec essentiellement des petites communes rurales. On a une centaine de communes dans notre CPTS et 150 professionnels, toutes professions confondues, qui participent. On a eu un certain nombre de cas avérés ou suspects de Covid, mais qui n'ont pas été relevés en termes de décompte pour ce qui concerne notre activité. Ce qu'on peut dire, c'est que nous avons eu, par rapport au secteur voisin de Belfort et Mulhouse, qui ont été ayant pris de plein fouet la vague de Covid, on a eu beaucoup moins d'hospitalisations pour ce qui nous concerne. On était à 20 pour 1000 habitants, donc c'était assez peu par rapport au département voisin qui avait à peu près le double. On a eu assez peu de décès dans les EHPAD qui ne sont pas de notre sort d'activité, mais c'était important. Et un hôpital qui a toujours été juste à flot, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté le nombre de lits de réanimation, mais qui n'ont jamais été au maximum de ce nombre. Donc, on était sur un schéma, il y avait un certain nombre de cas suspects ou quelques cas avérés, mais pas énormément, parce qu'il n'y en a pas énormément au final quand on regarde les choses. Le sujet aussi, c'est comment on fait le diagnostic de certitude. On a eu la Voilà. chance d'avoir des biologistes qui se sont lancés dans des tests nasopharyngés. D'abord pour les soignants, puisqu'il fallait qu'on sache si on pouvait continuer notre activité. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de soignants dans notre secteur, infirmiers, kinés, biologistes qui ont été atteints et leurs proches. Et puis l'absence de sérologie, qui est un sujet majeur pour nous, quoi. Donc peu de difficultés à dire combien on a de cas, quoi. On a eu quelques cas confirmés, mais pas énormément, quoi. Et au moment où la crise montait en puissance, hein, fin février, début mars. Notamment, vous étiez une région, comme vous dites, juste limitrophe avec le cluster du Grand Est. Comment s'est préparé, s'est organisé cette montée en puissance, notamment au niveau de la médecine de ville? Vous avez été contacté, entre guillemets, préparé, fourni, documenté? Comment ça s'est passé, ou vous avez été pris un petit peu de plein fouet? Alors nous, on a vu arriver cette vague qui montait progressivement et dont on pouvait suivre jour après jour la progression dans les territoires voisins. Donc on savait exactement à quoi on allait être exposé. On s'est retrouvé à un moment avec uniquement des appels de patients, des demandes de consultation, des demandes de visite sur ce sujet-là. Les gens ne parlaient plus que de ça. Nous, quand on a vu arriver progressivement cette affaire, on a interrogé l'ARS sur la possibilité d'avoir un certain nombre d'équipements pour aller à domicile, notamment suivre les gens, puisqu'on nous demandait de les suivre à domicile pour ne pas les hospitaliser et ne pas embouteiller l'hôpital, et plus particulièrement pour les plus âgés. Donc, il fallait qu'on ait, pour ce qui concerne ceux qui rentrent à domicile, notamment les médecins, les infirmières, des surblouses, des surchoses, des calots, des gants, des masques, du gel Ouais. hydroalcoolique, etc. Bon, là-dessus, l'ARS a entendu notre demande de fourniture de matériel. On a fait une réunion avec 4 personnes de l'ARS qui m'ont demandé dans le détail tout ce qu'on voulait, y compris des oxymètres et des stéthoscopes dédiés, parce qu'on ne peut pas utiliser du matériel pour un malade qui a le Covid et puis après retourner Bien voir sûr. d'autres malades. Ils ont noté tout ça, et puis ils sont partis, je n'en ai plus jamais entendu parler. Donc nous, on s'est organisé en ce qui nous concerne. On a lancé un appel à la presse et chacun d'entre nous, des 150 professionnels, est allé voir des industriels, des artisans, des mairies,
des particuliers pour leur demander du matériel. Donc, un certain nombre d'artisans d'entreprises d'agroalimentaire ou autres ont des surblouses, ont des surchoses, des calots, des choses comme ça. Et on a vu là un mouvement de solidarité extrêmement actif de la part de toute la population du secteur, des entreprises, des artisans, des mairies, des particuliers qui nous ont apporté un certain nombre d'équipements. Donc ça a été un moment extrêmement fort de solidarité. On a Donc, réuni l'ensemble de ces équipements qu'on a obtenus chez les pharmaciens par l'intermédiaire du réseau de la SERP, qui nous permettait d'avoir des déplacements de matériel sans avoir de voiture en plus dans le cadre du confinement sur la route. Et puis on l'a réparti entre tous les professionnels en fonction de leurs besoins. Donc un grand moment de solidarité. donc, il y a eu une réunion préparative en amont avec l'ARS, où il y a eu un recensement des besoins potentiels que vous avez fait Pour remonter à faire l'ARS. suite à notre demande, parce que moi j'avais demandé soit une D'accord. subvention, À votre du matériel. initiative, hein. À votre initiative. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord, de manière proactive. Mais entre guillemets, faute de réponse assez rapide, il y a eu comme vous l'avez dit, une organisation spontanée sur le terrain, un peu du système D, quoi. On se débrouille pour pouvoir faire face à cet épisode qui n'était pas du tout prévu suffisamment en amont. Nous sommes une CPTS, on a l'habitude de se voir, enfin, on a pris l'habitude de se voir, de se respecter, de s'apprécier. L'idée que les infirmières aillent chez un patient Covid sans avoir de surplouse, moi personnellement, ça ne m'allait pas du tout, c'est pas possible. Ça fait- Tout à fait. Il fallait qu'on trouve des solutions. Et donc, on s'est adressé, on est aussi en tant que professionnel complètement inséré dans le tissu local, hein. C'est nos patients, les personnes qui nous ont donné ces équipements, les entreprises qui nous ont aidés, etc. Donc, c'était facile de les contacter et de leur expliquer qu'on n'avait rien et qu'il fallait faire quelque chose. Donc, c'est dans le cadre de votre CPTS, vous êtes président d'une C'est CPTS. le groupe, c'est le groupe, quoi. D'accord. Elle On a couvre un combien groupe de d'échange personnes, où on est cette plus. CPTS, docteur? Pardon? Vous couvrez combien de bassins de population en termes On a 42 000 habitants sur notre CPTS. D'accord, pour 500 150 communes professionnels. différentes. Oui. D'accord. Tout compris. C'est-à-dire qu'on a la participation à la CPTS, ce qui est quand même extraordinaire, des dentistes, des opticiens, des kinés, etc., qui participent, qui font la collecte, qui font des cartons pour que les uns et les autres puissent avoir les équipements dont ils ont besoin. Bah, c'est un mouvement de solidarité exceptionnel. Exceptionnel. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Non. Et c'est intéressant parce que on a l'impression que ce que vous donnez comme exemple, ça s'est aussi vérifié un petit peu partout ailleurs en France où de manière spontanée, peut-être pas forcément toujours, non, de toute façon, de manière très naturelle, en fait, les professionnels de santé ont commencé à travailler peut-être de manière un peu plus coordonnée que ce qui était à l'origine prévu, hors cadre CPTS. Alors vous êtes dans une CPTS structurée, hein, si je dis pas de bêtises, hein, vous avez contractualisé, Ouais. vous êtes entre guillemets bien dans les normes voulues par l'avenant signé avec l'assurance maladie. Mais globalement, il y a eu un mouvement. Nous, on a eu quelques échos à droite à gauche d'autres syndicats médicaux, notamment la CSMF et la FMF, qui expliquaient que les acteurs se sont autosaisis en fait de la problématique et spontanément se sont réunis. En fait, on a l'impression qu'il y a une bascule qui s'est faite face au mur, quoi, entre guillemets. Ah ben, ça sera plus comme avant, hein, clairement. Parce que dans une situation comme celle-là, on ne peut pas dire je me débrouille tout seul avec mon fichier patient, quoi. Ça n'existe pas. Il fallait nécessairement échanger avec les autres professionnels, que ce soit les biologistes qui, nous, ont été exceptionnels parce qu'ils sont tous mis en situation de pouvoir faire des tests, échanger avec nous sur les résultats j'ai continu, que ce soit avec les infirmières avec lesquelles on a mis en place la télésurveillance par téléphone des patients qui étaient suspects ou le suivi à domicile. Il y a des nouvelles dispositions qui sont apparues très vite, mises à notre service par l'assurance maladie, donc on l'a utilisé. Mais on ne peut pas prendre en charge des situations de ce type sans échanger entre nous. C'est impossible. Alors, soit de façon informelle, nous, on avait la chance d'être plus structurés. On a un groupe de discussion sur lequel il y a une centaine de professionnels qui échangent régulièrement. Donc, chaque problème arrive sur le groupe de façon instantanée et va trouver sa solution, soit pour trouver un professionnel pour intervenir, trouver du matériel, aller voir un donateur putatif, répondre à une problématique médicale pure sur la prise en charge. Mhm. Et tous ces éléments-là, pour nous, ça agit en continu. Et ça restera, quoi. Ça restera quoi qu'il arrive. Donc, clairement, on avait en ville une organisation en tuyau d'or où les gens se parlaient pas trop, etc. Et puis, ils fonctionnaient chacun de leur côté. Et là, on est rentré de plein pied dans l'exercice coordonné. Il se trouve que l'on avait la chance d'être un peu plus structuré, donc on peut le faire de façon posée. Les fiches de suivi, pour prendre un exemple, en ce qui concerne la télésurveillance à domicile des patients par les IDEL, c'est nous qui les avons construits et mis à disposition de l'ensemble des acteurs. On a fait nos propres protocoles à mesure. D'accord, d'accord. Et
Et la CPTS, comment est-ce que vous vous coordonnez avec le secteur hospitalier? On parle souvent justement de la problématique de la coordination ville-hôpital. On n'est qu'au début, nous, de la structuration, parce il y en a pour des années de la Ah, structuration de la médecine de ville, ça ne va pas se faire comme ça. Donc, on a des échanges, mais il faut voir qu'ils étaient complètement sous l'eau et que nous, on leur rendait service, d'une part, en n'envoyant pas plein de gens à l'hôpital, c'est le premier élément, ça, on a réussi de ce côté-là, et d'autre part, en prenant en retour tout ce qui sortait de l'hôpital, parce qu'il faut savoir que les hôpitaux ont vidé les services qui n'étaient pas des services Covid, ont arrêté les interventions, les chimiothérapies, l'imagerie, etc. Tout ça s'est arrêté. Et tout a été renvoyé en ville avec la charge pour nous de nous en occuper. Donc, les relations avec l'hôpital ont été plus implicites qu'explicites. d'accord. Clairement, c'est un des sujets qu'il faudra aborder dans la suite. Donc là, on a passé potentiellement, hein, on touche du bois et malheureusement on ne peut jamais être pressé à 100% là-dessus. On a passé le plus gros de la vague. Euh, les équipes sont maintenant davantage encore plus soudées, les patients sont plus informés. Comment se prépare sur votre territoire l'horizon, le déconfinement progressif à partir du 11 mai? C'est quelque chose qui est déjà dans la tête de tout le monde? Nous, on travaille sur ces éléments-là parce qu'une partie des professionnels a vu leur activité arrêtée, les dentistes, les kinés, Ouais, tout à fait. les orthophonistes, les opticiens, etc., arrêtés complètement, ce qui est un désastre économique et ce qui pose problème en ce qui concerne les prises en charge des patients. Donc, on a su à chaque fois nous mettre en place soit des suppléants, soit des tours de garde pour que de toute façon les patients aient des réponses. C'était l'avantage de travailler entre nous, mais il n'empêche que toute cette activité doit redémarrer avec de nouvelles pratiques. Je crois que ce qui est important, c'est ces éléments de nouvelles pratiques, à la fois de la part des patients et de notre part. Les gens doivent respecter les mesures barrières, mettre des masques, sujet à part entière, mais mettre des masques, utiliser les gels hydroalcooliques. On a eu la chance d'être dans un secteur de distillateurs, et les distillateurs nous ont fait du gel alcoolique par litre entier, bon, c'est très bien, mais pas aromatisé. Ah, ça, on peut pas tout C'est avoir. dommage. Ouais. C'est comme ça. Mais donc, voilà, il y a des nouvelles pratiques à avoir. Et ce qui fait qu'on n'aura plus de vagues comme on a eu, c'est que les gens commencent à comprendre que l'idée de se réunir sous un chapiteau à 200 pendant plusieurs heures pour la Saint-Patrick, par exemple, parce que nous, on a eu ça dans une ville à côté de chez nous, ce qui aboutit évidemment à une explosion du nombre de cas juste après, ces éléments-là vont s'arrêter. Donc, ça bloque la progression du virus par vague. Par contre, on aura toujours des cas sporadiques. Ça va continuer qu'on va prendre en charge en ville. On a l'expérience maintenant, on saura faire, on saura les reconnaître. On a besoin des sérologies pour les identifier parfaitement, mais c'est un autre débat, mais on est capable de les reconnaître, de les prendre en charge, des cas sporadiques, et puis des attitudes après d'isolement et de prévention pour que ces cas sporadiques n'aboutissent pas à de nouveaux groupes qui soient atteints. On va s'installer pendant des mois dans cette problématique. Bon, alors on est prêt entre guillemets sur ces éléments-là, sauf qu'à un moment, il nous faudra quand même bien des fournitures de matériel pour pouvoir le faire. Ça, on n'échappera pas à ça. Parce que si vous avez un cas suspect et que vous allez chez lui, il faut une surblouse, il faut des surchausses, un calot, des gants, il n'y a pas photo, quoi. Plus une élimination après des déchets à risque. Tout à fait. Il y a eu en parallèle de l'épidémie, évidemment, ce qui est remonté pratiquement partout, c'est l'épisode du renoncement aux soins généralisé, notamment des personnes les plus fragiles. Vous avez aussi constaté cela, vous avez parlé des dentistes tout à l'heure, mais même sur des suivis de patients atteints de pathologies Même chroniques. sur le suivi classique qui est le nôtre, on est dans un désert médical, donc on a des grosses activités, on voit beaucoup de gens, il y a une chute très rapide des gens qui ont eu peur de venir au cabinet, clairement, et qui ont repoussé l'intervention pour le suivi d'une maladie ou pour un nouveau problème qui survient. Les renouvellements ont été pris en charge par la mesure qui permettait de renouveler l'ordonnance chez le pharmacien de D'accord. façon suivie, donc les traitements n'ont pas été arrêtés. On n'a pas eu trop de rupture d'approvisionnement de médicaments, donc ça a suivi de ce côté-là. Par contre, la consultation pour oppression thoracique, enfin, pour toutes ces choses-là, ça a chuté, pour ne pas dire qu'à un moment, il n'y en avait plus du tout. Parce que les gens étaient terrorisés par le risque d'attraper la maladie, notamment nos clients à nous, entre guillemets, c'est plutôt des personnes âgées, des Oui, personnes fragiles, par définition. Et par définition, c'est ceux qui sont le plus susceptibles d'avoir des complications s'ils attrapent le virus. Donc, ceux-là étaient le plus enclins à rester chez eux. Alors, il y a eu plusieurs dispositifs qui ont été faits. Bon, donc, nous, on a expliqué à la population, c'est notre rôle, qu'elle pouvait revenir, qu'on pouvait s'organiser pour que les patients ne soient pas assis les uns sur les genoux des autres, mais qu'il y ait des distances,
mettre à disposition des masques, pour mettre des rendez-vous à disposition. On a mis un numéro d'appel pour des téléconsultations à domicile, des choses comme ça. Donc, tout ça, ça s'est fait progressivement. Les mairies, parce que les élus locaux ont été très bien sur cette affaire. Les mairies ont mis en place des dispositifs de bénévoles qui allaient voir les personnes âgées à domicile et qui permettaient de repérer les situations les plus difficiles. Enfin, il y a eu toute une mobilisation, une organisation, mais il y a eu de toute façon un renoncement aux soins. Donc, compte tenu de la gravité de la situation économique, quand même, les gens ne travaillent plus depuis un moment, pas rester sans travailler, d'une part, et puis de ces éléments, soit d'isolement pour les personnes âgées, j'ai des personnes âgées, j'en ai vu une hier qui n'avait vu personne depuis un mois, c'est-à-dire personne du tout. C'était chez elle enfermée, ça faisait un mois qu'elle avait vu personne et elle ne sortira pas tant qu'on ne lui dira pas qu'elle peut sortir. Ça, ce n'est pas un cas isolé, il y en a plein comme ça. Donc ces éléments d'isolement, de stress majeur, de renoncement aux soins, de difficultés sociales puis de difficultés économiques, il faut qu'à mon sens, on aura beaucoup plus de victimes dans la suite de cette épidémie que de l'épidémie elle-même. On est qu'au début du décompte des gens qui sont dans la souffrance, quoi. Tout à fait. Vous l'avez abordé et c'est vrai que c'est un sujet qui va nous occuper pendant des longs mois. On est un peu pris par le temps, docteur. Vous avez abordé un petit peu la question de l'ARS. Avec l'assurance, la CEPAM, l'assurance maladie, ça s'est bien passé. C'est globalement, on a Alors, eu un retour plutôt positif des professionnels de santé là-dessus. très positif. Je veux dire, comme espace social, on fait tous partie d'un mouvement qui défend la protection solidaire, hein. Je veux dire, tous ceux qui sont contre la protection solidaire ont vu que c'est ce qui a permis à notre pays de tenir. Il faut le dire les choses. C'est ce qui a permis à notre pays de tenir. Et l'assurance maladie a su se renouveler quasiment chaque jour. Ils ont su être à disposition des patients, inventer des nouveaux dispositifs, faciliter l'accès à la protection sociale, faciliter les possibilités pour nous de travail avec des prises en charge Covid, que ce soit sur les arrêts de travail pour isoler les personnes ou leur permettre de garder les enfants, que ce soit sur les télésurveillances, la téléconsultation, tous les éléments possibles et imaginables. L'assurance maladie, là-dessus, a assuré. Ils ont assuré, moi je le dis. Je critique quand il le faut, mais là je dis qu'ils ont assuré et que la protection solidaire de notre pays, c'est ce qui a permis à notre pays de tenir dans cette période. L'État, par contre, a été inexistant. Inexistant. Ils sont, au final, si on regarde leur action, en dehors de bloquer un certain nombre de choses, comme ils le font actuellement pour les sérologies, c'est incompréhensible. Pourquoi on ne laisse pas faire des sérologies larga à manu, parce que c'est le seul moyen d'identifier les malades et de les isoler si jamais ils sont suspects. Alors, les sérologies ne sont pas parfaites. Rien n'est parfait dans la santé. Ça n'existe pas. Donc, il faut tous faire preuve d'humilité. Bon, après, il y a eu la distribution de masques. Quand même, on est dans un pays qui a mis en place les Prusses, qui a organisé au moment de la H1N1 des stocks d'1,7 milliard de masques, parce que c'était ce qu'il fallait pour la population, et tout ça a été dilapidé. Et aujourd'hui, l'État qui a pris le 3 mars, le monopole de la distribution des masques dans ce pays, ne nous permet pas, à nous, d'en commander, ni aux collectivités territoriales, ni aux entreprises qui souhaiteraient le faire dans des conditions normales. Et à côté de ça, depuis le 24 février, les ministres successifs nous annoncent: je vais commander des masques, je vais commander des masques, je vais commander des masques. Les annonces, nous, on n'en a rien à cirer. Ce qu'il nous faut, c'est des faits. Et les faits, c'est qu'ils n'en commandent pas. Donc, si depuis le 24 février, on avait des commandes de masques, il y en aurait dans notre pays, il y aurait du matériel. Mais il y a une espèce de blocage sur je veux le monopole, je ne veux pas en commander. Je dis à la population qu'il faut en mettre, et à un moment, on voit le président de la République avec un masque. Après, je dis non, c'est pas la peine, on va mettre des masques tissus. Et après, on y retourne. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Il nous faut des vrais masques. Et donc, il faut dire à la population, il faut donner un message clair. Si on dit on va en mettre dans les transports publics, mais pas en dehors, ça n'a quel sens? Arrêtez. Il faut un message clair. Et puis du matériel. Et arrêtez, des masques sont disponibles, on le sait, ils sont disponibles en Chine ou dans les pays d'Asie, ils en mettent tous. On peut en avoir, quoi. On a détruit le tissu industriel qui nous permettait de le faire au moment de la constitution de l'Éprus, qui a été dissoute en 2016, il faut le rappeler quand même. On avait tout ce qu'il fallait, on l'a dissous. Maintenant, il faut agir dans l'intérêt de la population. La population doit avoir des masques. Et des vrais masques, pas des masques alternatifs. Artisanaux. Docteur, allez, dernière question subsidiaire. Vous connaissez bien l'appareil d'État, vous avez été aux manettes. Est-ce que franchement, honnêtement, vous pensez que… Bon, on connaît, on a
tous les 3 ans, on veut refaire la révolution du système de santé. C'est la France, c'est notre culture. Vous pensez vraiment qu'on va avoir un modèle plus décentralisé, avec plus de responsabilisation des acteurs locaux, où on va, à la sortie, peut-être faire le constat que vous avez dit, je pense qu'il est partagé par bon nombre de professionnels et d'analystes, mais au final, on va retomber sur la sempiternelle centralisation, notre pays jacobin, nos ARS et autres. Et au final, on n'aura pas forcément appris. Ou alors, il faut être optimiste, cette fois-ci, ça va bouger. Alors, il faut être optimiste. Ça dépend des acteurs de terrain et de la population de dire bon, on ne va pas reproduire ce qu'on vient de connaître là et pour la suite, on veut quelque chose qui fonctionne mieux et où on reconnaisse le rôle des acteurs de terrain, le rôle des CEPAM, le rôle des CAF, le rôle des élus locaux, etc. Donc, si on le demande, on obtiendra un certain nombre d'espaces. Mais en attendant, sur les deux sujets essentiels que sont les masques et les sérologies, ce qu'on voit, c'est que c'est une centralisation à l'extrême où tout revient au président de la République et c'est lui qui décidera ou qui ne décidera pas sur ces sujets-là qui sont essentiels pour nous. Donc, on est plutôt sur une hyper-centralisation qu'autre chose. Bon, ben on espère en tout cas qu'on apprendra de cette crise. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut retenir beaucoup de choses, mais notamment que au moins la médecine coordonnée, regroupée, ben, leur a fait un bon. La téléconsultation aussi, hein, ça a été rapporté. Bon, faut tirer quelque chose de positif de cet épisode. Merci beaucoup, docteur. À très bientôt. À Bon bientôt. combat surtout. Prenez bien soin de nos patients et de nos territoires ruraux. Ils en ont bien besoin. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.